Cette vidéo est consacrée aux propriétés résistives du système respiratoire et leur influence sur l'effort des muscles inspiratoires. Après nous être intéressés au premier terme de l'équation décrivant pression musculaire représentant sa composante statique ou élastique, soit E fois delta V, intéressons-nous maintenant au second terme de l'équation, R fois débit, représentant la composante dynamique ou résistive de P musculaire. Jusqu'ici, nous n'avions jamais envisagé le système respiratoire qu'en l'absence de débit traversant les voies aériennes, ce qui est un peu artificiel, car pour augmenter le volume du système respiratoire au-dessus de son volume d'équilibre, je dois par définition générer un débit inspiratoire. La composante résistive ou dynamique de pression musculaire est directement proportionnelle à la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air d'une part, au débit traversant les voies aériennes d'autre part. La composante résistive n'est présente qu'en situation dynamique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un débit dans les voies aériennes, c'est-à-dire aussi quand le volume du système respiratoire change. Au repos, à CRF, la composante résistive de l'effort des muscles inspiratoires est donc nulle, car il n'y a pas de débit dans les voies aériennes. La pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique. Durant l'inspiration, l'action des muscles inspiratoires va augmenter le volume du système respiratoire, ce qui va induire une pression alvéolaire négative, en accord avec la loi de Boyle-Mariotte, et générer ainsi un débit inspiratoire. C'est bien le gradient de pression ainsi créé entre la bouche et l'alvéole qui génère un flux d'air allant de la bouche vers les alvéoles. Et c'est donc bien aussi l'augmentation de volume du système respiratoire qui est à l'origine de ce gradient de pression et du débit inspiratoire. La pression alvéolaire négative représente en fait la composante résistive de l'effort des muscles inspiratoires, moins P musculaire est égal à R fois débit. La pression alvéolaire est donc la composante résistive de l'effort des muscles inspiratoires et sera d'autant plus négative que le débit inspiratoire est élevé ainsi que la résistance des voies aériennes est élevée. Dit autrement, le débit inspiratoire sera d'autant plus élevé que pression musculaire est importante, plus négative, entraînant une pression alvéolaire plus négative et que la résistance des voies aériennes est faible. À l'expiration, la pression alvéolaire devient positive. Rappelons-nous que la pression alvéolaire est la somme de la pression de recul élastique du système respiratoire et de pression musculaire, qui au repos devient nulle à l'expiration. Alors que PRS est positive au-dessus du volume d'équilibre du système respiratoire. C'est cette pression alvéolaire positive qui est le moteur de l'expiration. Outre le débit, la composante résistive de l'effort des muscles inspiratoires dépend donc de manière critique de la résistance des voies aériennes. La résistance totale des voies aériennes est la somme de la résistance à l'écoulement de chacune des générations des voies aériennes. Les voies aériennes supérieures et les gros troncs bronchiques contribuent cependant de manière très majoritaire à la résistance totale des voies aériennes, y contribuant pour environ 80%. Les petites voies aériennes, bronchioles et au-delà, représentent moins de 20% de la résistance totale des voies aériennes. C'est l'augmentation très importante du diamètre total de section des voies aériennes de la bouche vers les voies aériennes périphériques qui explique cette contribution mineure à la résistance des petites voies aériennes. Selon les lois de la mécanique des fluides, l'équation ΔP égale résistance fois débit n'est valide qu'en flux laminaire. Le flux laminaire n'est en fait retrouvé dans les voies aériennes que dans les plus petites de celles-ci. Dans les voies aériennes supérieures et les gros troncs bronchiques, le flux est en fait turbulent. En situation de flux turbulent, ΔP est proportionnel non pas au débit, mais au carré de celui-ci. De ce fait, la composante résistive de l'effort des muscles inspiratoires est toujours plus élevée pour un débit donné lorsqu'il existe un flux turbulent plutôt que laminaire, comme vous l'appréhendez aisément sur ce graphe. Le fait que le flux soit laminaire ou turbulent dépend du nombre de Reynolds. Au-delà d'une certaine valeur de ce nombre, le flux devient turbulent.
La formule du nombre de Reynolds est assez complexe et nous retiendrons simplement qu'il augmente lorsque le débit traversant les voies aériennes augmente et lorsque le rayon de la voie aérienne diminue. Une augmentation du débit inspiratoire, par exemple à l'exercice physique, ou une diminution du rayon de la lumière des voies aériennes, en cas de bronchoconstriction liée à un spasme des muscles lisses des bronchioles, sont donc susceptibles d'augmenter le nombre de Reynolds et d'augmenter la proportion des voies aériennes concernées par le flux turbulent, mais donc aussi d'augmenter la composante résistive de P musculaire. A l'inverse, une diminution du débit ou une augmentation du rayon de la voie aérienne, par exemple, suite à l'administration d'un bronchodilatateur, va diminuer la proportion des voies aériennes concernées par le flux turbulent et donc la composante résistive du travail des muscles inspiratoires. Même si c'est une simplification, nous réfléchirons pour la suite de ce cours en considérant qu'il n'existe que des conditions de flux laminaire dans les voies aériennes. Dans ces conditions, je peux écrire que la composante résistive ou dynamique de P musculaire est directement proportionnelle à la résistance des voies aériennes et au débit traversant les voies aériennes. Mais quels sont les déterminants de la résistance des voies aériennes? La loi de Poiseuille nous indique que le facteur essentiel est le rayon de la voie aérienne. En effet, la résistance est inversement proportionnelle au rayon exprimé à la puissance 4, de sorte que si le rayon de la voie aérienne diminue de moitié, la résistance augmente d'un facteur 16. La diminution du rayon des voies aériennes a donc un effet double sur l'effort des muscles inspiratoires, augmentation de la résistance et augmentation de la proportion de l'arbre aérien concerné par le flux turbulent. Il est donc essentiel d'envisager les facteurs pouvant modifier le rayon des voies aériennes. Nous savons déjà que le rayon total d'une génération de bronches augmente en descendant dans l'arbre aérien de la trachée vers les canaux alvéolaires. Mais en dehors de ces facteurs anatomiques, quels sont donc les éléments influençant le diamètre des bronches? Le premier élément est ce qu'on peut appeler la pression transmurale bronchiolaire. Rappelons que les bronchioles n'ont pas de soutien solide. La pression transmurale est égale à la pression intraluminale bronchiolaire diminuée de la pression pleurale. La pression intraluminale est négative à l'inspiration et positive à l'expiration, comme les pressions observées dans les alvéoles. La pression intrapleurale est transmise à la paroi des bronchioles via l'interstitium pulmonaire et les attaches alvéolaires. Négative à l'inspiration, elle tend donc à maintenir la lumière bronchiolaire bien ouverte. Et ce d'autant plus que le volume pulmonaire augmente, ce qui est associé à une pression pleurale de plus en plus négative. La résistance des voies aériennes diminue donc lorsque le volume pulmonaire augmente en raison d'une augmentation du rayon des petites voies aériennes. Le deuxième élément influençant le rayon des voies aériennes est le tonus des muscles lisses que l'on trouve dans leurs parois. La contraction des muscles lisses de la paroi des voies aériennes, aussi appelée bronchospasme, induit une réduction du rayon de la lumière de la voie aérienne. À l'état normal ou basal, il existe normalement un certain tonus des muscles lisses dépendant du système parasympathique, les terminaisons nerveuses de celui-ci libérant de l'acétylcholine qui a un effet bronchoconstricteur. De nombreux médiateurs peuvent induire une contraction des muscles lisses des voies aériennes, soit une bronchoconstriction. Les substances bronchoconstrictrices les plus importantes sont l'acétylcholine, agissant via les récepteurs muscariniques de type M3, l'histamine, libérée par les mastocytes, les leucotriènes cystéinées, certains neuropeptides comme la substance P ou la neurokinine A. Retenons surtout les trois premières. D'autres substances diminuent quant à elles le tonus des muscles lisses des voies aériennes. On parle de substances bronchodilatatrices. Retenons surtout l'adrénaline, agissant par l'intermédiaire des récepteurs de type bêta 2, et le peptide vasoactif intestinal ou VIP. Retenons surtout l'adrénaline. Toutes les substances bronchodilatatrices agissent au niveau des muscles lisses via le même second messager, l'AMP cyclique.
Ces propriétés ont été utilisées pour développer des substances pharmacologiques bronchodilatatrices. Celles-ci sont utilisées dans les maladies obstructives bronchiques comme l'asthme ou la BPCO. Il s'agit de substances atropiniques, de substances bêta-2 mimétiques et des inhibiteurs des phosphodieestérases qui empêchent l'hydrolyse de l'AMP cyclique, comme par exemple la théophyline. D'autres facteurs peuvent encore diminuer le rayon de la voie aérienne, comme des corps étrangers inhalés en cas de fausse déglutition. Mais le facteur le plus souvent responsable d'une obstruction de la lumière bronchique est la présence de mucus en quantité anormalement élevée, le plus souvent par hyperproduction de mucus par les glandes sous-muqueuses ou les cellules caliciformes. Mais aussi parfois parce qu'il existe un déficit de clairance du mucus vers le larynx. Par exemple lorsque les cils vibratiles sont inefficaces. L'inflammation de la muqueuse ou de la sous-muqueuse rencontrée dans certaines maladies est également responsable d'une diminution du diamètre de la lumière de la voie aérienne. Les phénomènes inflammatoires chroniques tels que ceux rencontrés dans l'asthme ou la BPCO vont induire de l'œdème, mais aussi des remaniements fibreux irréversibles, aussi appelés remodelages, qui peuvent également diminuer le rayon de la voie aérienne.